On y va pour le cours sur les revenus catégoriels. Donc en gros, c'est les différentes catégories de revenus qui vont être imposées à l'impôt sur les revenus. Sachant que bon, on a déjà défini les différentes catégories. En fait, là, c'est un focus. On va faire un focus uniquement sur deux types, les traitements et salaires et les revenus de capitaux mobiliers. Là aussi, dans la lignée des cours qui sont sur l'impôt sur le revenu, en fait, c'est des chapitres qui sont un petit peu introductifs. On va voir certaines choses, mais ce n'est pas un cours qui sera exhaustif en matière d'impôt sur le revenu parce que, encore une fois, l'impôt sur le revenu, c'est une discipline à part entière et tout n'est pas au chapitre du BTS et du DCG. Donc, on commence par faire un focus sur les traitements et salaires. C'est pas compliqué. Dès qu'il y a quelque chose qui est relatif à ta fiche de paye, c'est dans les traitements et salaires. Donc, évidemment, il y a ton salaire, que ton salaire qu'il soit fixe ou que ce soit du variable. On s'en fiche que tu sois en CDD, en CDI, en contrat précaire, en stage, on s'en fiche du moment que on entend parler de salaire, du moment que tu as une fiche de paye. Si tu as des pourboires, ça rentre dedans. Tu as des primes, ça rentre dedans. Un avantage en nature, ça rentre dedans. Le traitement des fonctionnaires, en gros, c'est le salaire des fonctionnaires. Ça s'appelle un traitement. Ça, ce qu'il faut savoir, par contre, si tu es dans une société par action, les rémunérations que vont avoir ton président du conseil d'administration, ton directeur général, les membres qui sont au directoire, attention, on parle juste du directoire, on ne va pas parler des jetons de présence. Les jetons de présence, c'est dans une autre catégorie. À la limite, c'est ça qu'il faut bien retenir, c'est que les jetons de présence, en soi, c'est comme du salaire, mais ce n'est pas dans la catégorie des salaires. Okay, si tu es dans une SARL, la rémunération que tu touches en tant que gérant minoritaire, ou bien si tu es un associé, donc tu as des parts dans la SARL mais que tu n'es pas le gérant, l'argent qu'on te donne, ça va dans le traitement et salaires. Si tu es retraité, ça va dans les salaires. Si tu as une rente viagère, donc si tu bénéficies d'un viager, ça rentre dans les traitements et salaires. Si tu touches le chômage ou si tu touches les indemnités de sécurité sociale, tout ça rentre dans le salaire. Ne va pas rentrer dans le salaire alors que ça devrait, d'accord? Toutes les prestations familiales, accidents de travail, maladies professionnelles, donc toutes des indemnités que tu peux avoir qui sont des indemnités de sécurité sociale, mais qui vont toucher ta famille, ton accident du travail ou une maladie professionnelle, ça va être exonéré. La participation, ça c'est quoi? C'est quand ton entreprise qui t'emploie, elle te donne une partie du bénéfice qu'elle a fait, pour dire ça très simplement. Donc, dans ce cas-là, il y a une loi qui permet d'exonérer l'argent que tu reçois. Le but, en fait, c'est d'encourager les chefs d'entreprise à partager leurs bénéfices avec le salarié, parce que de manière classique, avant, s'ils te donnent une prime normale, la prime, elle va être imposée. D'accord? Donc là, ils vont dire non, non, on ne vous donne pas de prime, on vous donne une participation qui est un calcul basé sur les bénéfices qu'on a réalisés. Donc, ce n'est pas sur les performances. Une prime, ça va être par rapport à toi, parce que l'entreprise, elle veut te garder parce qu'elle est fière de toi. Une participation, c'est par rapport aux bénéfices qu'a fait l'entreprise, indépendamment de ton boulot. D'accord? Donc en fait, une participation, c'est un partage de la valeur qu'a créée l'entreprise. Et pour encourager ça, on va dire aux gens, dans le cas où une entreprise vous verse une participation, vous n'allez pas payer d'impôt dessus. Okay? Donc ça veut dire que vous en aurez plus dans la poche. Et donc dans ce cas-là, l'employeur, il a mieux fait de te donner 100 € en participation et tu vas recevoir 100 € plutôt que de te donner 100 € de prime et tu vas payer des impôts dessus. D'accord? Bon, il y a d'autres choses qui font qu'on va préférer une participation, mais ce n'est pas le but de rentrer dans le détail maintenant. Tout ce qu'il y a en termes d'allocations pour t'aider à te loger, des allocations si tu es handicapé, ton RSA, d'autres allocations d'assistance ou des allocations d'assurance. Donc ça, c'est des aides pour les personnes qui ont le moins d'argent. C'est complémentaire au RSA. Des allocations, donc de l'argent, hein, allocation c'est de l'argent que l'État va te donner pour que tu trouves un emploi. Aussi, les salaires
qui sont versés à des apprentis ou bien des indemnités de stage qui sont des indemnités obligatoires pour des stages de moins de 3 mois. En gros, si tu as été en stage pendant moins de 3 mois et que ton employeur il t'a donné une indemnité parce qu'il était obligé de le faire, dans ce cas-là, si ton indemnité ne dépasse pas le SMIC, eh bien, cette indemnité va être exonérée. Okay? Idem, si tu es apprenti et que on te verse moins que le SMIC, le salaire que tu touches sera exonéré d'impôt sur le revenu. Aussi, les salaires que tu as pendant tes congés scolaires ou universitaires, pendant les vacances scolaires, en gros, pour des lycéens ou des étudiants, donc lycéen, c'est au lycée, étudiant, c'est dans une université. Pour les personnes du coup qui ont moins de 25 ans, au 1er janvier de l'année, ça c'est pour pas décourager ceux qui sont nés en cours d'année, vont bénéficier aussi d'une exonération dans la limite de 3 SMIC mensuels. En gros, si tu travailles pendant les vacances scolaires, les revenus de ton travail vont être exonérés. Attention, ça ne veut pas dire que ça ne va pas être déclaré, d'accord? Tu vas déclarer ces revenus, mais tu ne paieras pas d'impôt dessus. Et puis les heures supplémentaires au-delà de la durée légale de travail sont aussi exonérées d'impôt. Donc là aussi, si tu fais une heure supplémentaire, bien sache que cette heure supplémentaire, au-delà de la durée légale, ne sera pas imposée. Elle sera déclarée, elle ne sera pas imposée. On va pouvoir déduire 2 types de charges. D'abord, les cotisations sociales obligatoires et certaines cotisations facultatives. Là aussi, on ne va pas rentrer dans le détail. Et tout ce qui concerne les frais professionnels. Alors, les frais professionnels, tu as 2 choix. Soit tu dis forfait 10% de mon salaire. C'est-à-dire, on considère que pour aller travailler, pour prendre ta voiture, pour aller t'acheter à manger, pour faire garder tes enfants. Enfin, le fait que tu ailles travailler, quelque part, ça te coûte de l'argent, d'accord, d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il faut que tu fasses garder tes enfants, parce que il faut que tu utilises ta voiture, etc., etc. Donc, on considère que 10% de ton salaire est dédié à payer les charges que tu supportes pour aller travailler. D'accord? Fiscalement parlant, j'entends. Et donc, ces 10%-là, on ne va pas t'imposer dessus. Ok? En gros, ça revient à dire qu'on considère que tu vas dépenser 10% de ton salaire pour aller bosser. Et donc, ces 10%-là, on va te les enlever. Ou bien, tu peux dire non, moi je ne veux pas que vous m'enleviez 10%, mais je vais vous dire très précisément combien j'ai dépensé pour aller bosser. Donc tu vas dire, tous les jours je fais 30 km en voiture, donc 30 km en voiture ça me coûte tant d'argent, tous les jours il faut que je prenne une nuit d'hôtel par exemple. Bon, après la nuit d'hôtel ça va rentrer dans les frais professionnels qui peuvent être indemnisés par ton employeur, donc c'est un peu différent. On va garder pour l'exemple juste les trajets. Si toi tu arrives à justifier que tes trajets pour aller bosser te coûtent plus de 10% de ton salaire et que tu as les justificatifs, alors là, tu as tout intérêt à dire non, non, moi je ne veux pas bénéficier du forfait à 10%, je veux vous montrer mes frais réels. Parce que peut-être que forfait à 10%, on va t'enlever, je dis n'importe quoi, 500 €, alors que, je dis vraiment n'importe quoi pour le coup, mais alors que tu vas prouver que tu as dépensé pour 600 €. Donc, tu as tout intérêt à montrer tes justificatifs et à dire vous m'enlevez 600 € du salaire que vous allez m'imposer au lieu d'enlever 10% du salaire. Okay, pour les frais professionnels déductibles ici, eh bien justement, on va rentrer dans les détails. Alors, c'est ce qu'on disait, si tu utilises ta voiture pour aller au travail, si tu utilises le bus, le train, le métro, etc. La nourriture aussi, alors nourriture qui est occasionnée par la profession, c'est-à-dire que tu es obligé, je dis n'importe quoi, d'amener à chaque fois ton Tupperware parce que, par exemple, parce que tu travailles sur des chantiers et il n'y a pas de restaurant à côté. Bon. C'est des cas un petit peu précis, mais dans l'idée, ça peut être ça. Les frais que tu dois débourser pour des missions, pour des tournées, pour des voyages,
parce que tu es à l'étranger. Alors là aussi, le problème, c'est qu'on part du principe du coup que ça ne va pas être indemnisé. Enfin bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Les frais vestimentaires, il faut que tu achètes un costard parce que tu travailles dans un hôtel 5 étoiles. La document professionnel, donc le fait que tu dois être abonné par exemple à des revues spécialisées. Les stages que tu es obligé de faire, le fait que tu as dû déménager parce que ta profession t'impose d'aller habiter partiellement dans un autre endroit. Les cotisations syndicales, les cotisations que tu as données à ton comité d'entreprise, les dépenses relatives au fait que tu dois acheter et entretenir un local professionnel. Bon, là aussi, c'est un peu particulier. C'est-à-dire, on part du principe que pour travailler, tu es obligé d'avoir ton propre bureau, mais que ce bureau-là, c'est toi qui dois le payer, c'est pas ton patron qui va le payer. Ok ? Bon, c'est des cas qui sont hyper spécifiques évidemment, mais ça existe. Les dépenses de mobilier, de matériel, d'outillage, là aussi c'est des cas très particuliers. Tu es obligé d'acheter certains meubles, tu es obligé d'acheter certains matériels, mais ce pour ton propre compte. C'est-à-dire que la société ne t'a pas remboursé ces frais-là, c'est vraiment toi qui les supportes. Les frais de repas, les frais payés pour acheter des titres de la société dans laquelle tu es salarié. Ça aussi, on part du principe que tu es salarié, tu veux acheter des parts de ta société. Eh bien, pour t'encourager à le faire, l'État va dire que si jamais tu dois payer des frais pour acheter, donc par exemple, tu payes des frais, j'abuse un peu, hein, tu payes des frais d'avocat obligatoires, eh bien ces frais d'avocat vont pouvoir être déduits de ton revenu imposable, d'accord ? Donc le but en fait c'est de t'encourager à aller acheter des titres de la société. C'est dans la même logique que notre histoire de participation, c'est d'aller encourager les salariés à être incentivés par les bénéfices d'une société. Donc tous ces frais-là, si tu veux opter pour les frais réels et donc justifier que tu as certains de ces frais et qu'ils ont un montant qui est suffisamment important pour dépasser le forfait de 10%, il faut évidemment que ça concerne l'année par laquelle tu es imposé et il faut que ce soit justifié. Tu ne peux pas juste dire si, j'ai dépensé 3 000 € pour des repas. En ce qui concerne des abattements, donc des abattements, ça veut dire qu'on ne va pas prendre 100% de ton salaire. On va juste se faire un focus sur les abattements de pension de retraite. Ça va être de 10% avec un minimum de 450, un maximum de 4339. Attention, ça change tout le temps, donc je le dis juste pour avoir une idée globale, mais le but n'est pas de les connaître par cœur. De toute façon, ça change tous les ans. En gros, ça veut dire que si tu touches 1 000 € de retraite, eh bien, tu vas être imposé que sur 900 €. On va enlever 10%. On passe aux revenus de capitaux mobiliers. Alors, les revenus de capitaux mobiliers vont être imposés au prélèvement forfaitaire unique. On appelle ça aussi la flat tax. Flat tax et prélèvement forfaitaire unique, c'est la même chose. Le PFU, c'est 12,8% d'impôt sur le revenu plus 18,6% de prélèvements sociaux. Attention, ça vient d'augmenter. Ça nous fait du coup 31,4%. Ok ? Attention, encore une fois, parfois il y a certains cours qui disent 17,2%. C'est parce que les cours ne sont pas à jour. On est passé à 18,6%. Et tu peux faire une option pour le barème progressif avec un abattement de 40% pour les dividendes. Juste pour les dividendes d'ailleurs. Tac. Hop, je vais le mettre entre parenthèses. Voilà. De toute façon, on en parle juste après. D'ailleurs, on en a déjà parlé dans un chapitre précédent. Donc, en gros, bon, on va dire pour l'exemple que tu as touché des dividendes. Tes dividendes, soit tu les imposes à 31%, soit tu dis, je vais les mettre à mon barème progressif. Le barème progressif, c'est quoi? C'est l'impôt sur le revenu en mode normal. Le barème progressif, ça fait que en fait, il y a une partie de l'argent qui va être imposé, donc du revenu imposable, qui va être imposé à 0%, une partie qui va être imposée à 11%, une partie à 30%, une partie à 41% et une partie à 45%.
D'accord? Alors les taux parfois ils varient et c'est surtout les différentes parties qui vont évoluer. On va prendre un exemple tout de suite après. Et donc si tu choisis d'opter pour le barème progressif, on ne va pas imposer 100% de ton dividende, on va faire un abattement de 40%. Donc ça veut dire qu'il y a 40% qu'on ne va pas imposer. Donc ça veut dire qu'on va que imposer 60% de ton dividende. Ok? Donc on pourrait se dire comme ça, bah c'est pas mal, si je fais le barème progressif, bah je vais pouvoir économiser, enfin il y a 40% de mon dividende qui ne seront jamais imposés. Alors que si je prends le prélèvement forfaitaire unique, il y a 100% de mon dividende qui est imposé. Oui, sauf que là tu payes 31,4%. Là on a dit le barème progressif, il y a quand même des tranches qui sont à 41 voire 45%. Donc en fait ça dépend de combien de revenus tu as à côté. On va prendre l'exemple juste après. Donc là, c'est ce que on vient de dire, donc l'abattement de 40%. Attention, l'abattement de 40%, c'est que pour les dividendes, d'accord? On va se dire donc, bah tiens, c'est ce qu'on dit là, attention, pas de dividendes de 40% pour les intérêts, les produits de placement ou les jetons des associés, d'accord? Les jetons de présence. Oui, les jetons de présence. Donc, ça, c'est juste pour dire, les 40%, c'est juste seulement pour les dividendes. Disons que tu touches 10 000 euros de dividendes et que tes autres revenus sont de 20 000 euros. Donc, par exemple, en plus de ton dividende, tu as des salaires, tu as des revenus fonciers parce que tu as mis un appartement en location. Et puis, qu'est-ce que tu pourrais avoir d'autre? Tu as fait une plus-value parce que tu as vendu un appartement. Okay? Et cette plus-value va être imposée aussi sur tes revenus globaux. Donc, la totalité de tes revenus dans toutes les catégories, on ne se focalise pas que sur la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Tous les revenus qui vont être imposés dans toutes les catégories possibles à l'impôt sur le revenu, c'est un montant de 200 000 euros. Okay? Et en plus de ça, il y a 10 000 euros de dividendes, d'accord? Là, dans notre exemple, les 10 000 ne sont pas inclus dans les 200 000. Alors, soit tu payes le prélèvement forfaitaire unique. Donc, tes 10 000 euros vont être imposés à 31,4. Tu vas payer donc 3 140 euros. Et puis, pour le barème progressif, on va partir sur une base de 200 000 euros. Ça va te faire 66 524 euros. On va expliquer le détail, mais pour ça, on va utiliser ChatGPT. Alors, pour le petit exemple, on part du principe, je vais préciser quand même, que on est touche de dividendes, on est en 2026, on va payer l'IRPP en 2026. Donc IRPP, c'est l'impôt sur le revenu des personnes physiques. C'est notre impôt. C'est-à-dire que quand on regarde les revenus catégoriels, traitements et salaires, etc., c'est pour payer ton impôt personnel. Donc on dit l'IRPP. Donc on est sur l'IRPP que tu payes en 2026, qui va donc être basé sur tes revenus 2025. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Donc, je reprends mon chat GPT. On a dit revenu imposable à l'IRPP de 200 000 euros pour une part. Calcule l'IRPP payé en 2026. Alors là, on voit qu'il fait une erreur. Donc c'est bien, ça va nous permettre de parler de l'utilisation de ChatGPT. Alors, ChatGPT, à mon sens, c'est un super outil et à mon sens, il faut l'utiliser. Par contre, ChatGPT, c'est un assistant. Il ne vient pas remplacer la connaissance que tu dois avoir. Il doit être un facilitateur pour automatiser les tâches que tu dois être capable de faire toi-même. Parce que là, par exemple, moi, je veux utiliser ChatGPT pour pas m'embêter à calculer l'impôt sur le revenu tranche par tranche, mais
alors qu'on a quand même dit qu'on voulait l'IRPP qu'on paye en 2026, donc avec le barème 2026, hein, et il nous dit bien ça, hein, barème 2026, eh bien en fait, il ne nous a pas utilisé le barème 2026. Donc, on va lui dire vérifie le barème 2026. Donc là où je veux en venir, c'est que si nous n'avions pas connaissance du barème 2026, on aurait pris le mauvais barème et en fait on aurait eu faux. Voilà, ton précédent calcul, bah, il est gonflé, était basé sur les seuils de 2024, tu vois. Et donc là, on est bien sur le barème de 2026. Ton premier calcul, il est gonflé mon ChatGPT, tiens. Bon, bref, voilà, ça c'était un très bon exemple. ChatGPT, pourquoi est-ce qu'on l'utilise là? On l'utilise parce qu'on ne veut pas faire ces calculs-là, ok? Mais, enfin, pardon, non, là on est barème, on ne veut pas faire ces calculs-là, plutôt, d'accord? Mais il faut qu'on soit sûr de savoir de quoi on parle, parce que si on laisse à ChatGPT le soin de tout gérer, eh ben, ChatGPT va faire des bêtises. Donc, recalcule l'IRPP avec le nouveau barème. Parce que le but, en fait, hein, c'est d'arriver donc à nos 66. Hein. Hop, là, on a notre bon barème. Ok, c'est bon. 523, j'étais à 524. Bon, ok. Alors, l'IRPP, ça se passe comment? Donc, l'IRPP que tu payes en 2026. Le barème 2026, il dit que de 0 jusqu'à 11 600 €, tu payeras 0% d'impôt. De 11 000 jusqu'à, donc 11 601 jusqu'à 29 579, tu vas payer 11%. De 29 580 jusqu'à 84 577, tu vas payer 30%. Après, tu payeras 41. Après, tu payeras 45. OK? Or, nous, on a 200 000 € de revenus. Donc, on va dépasser la tranche des 11 000, on va dépasser la tranche des 29 000, dépasser la tranche des 84 000 et on va même dépasser la tranche des 181 000. Donc, on va aller sur la tranche marginale de 45% supérieure pour les revenus supérieurs à 180 917 €. Ça veut dire que on a 200 000 à imposer. Les premiers 11 600 €, on paye 0% d'impôt dessus. Ensuite, de 11 601 pour aller à 29 579, on va payer 11%. D'accord? Donc 29 579 moins 11 600, ça nous fait 17 979 fois 11%, ça nous fait 1978. Pour ensuite la tranche qui va jusqu'à 84 577 €. On fait les 84 moins les 29, parce qu'on a déjà 29 000 au total qui ont été imposés, une partie à 11%, une partie à 0%. Ça veut dire que 84 moins 29, on arrive à 54. Nos 54 sont imposés à 30%, ce qui nous fait 16 499, etc., etc. Ça nous fait un montant total de 66 523. J'ai retenu 66 524. D'accord? Donc, maintenant que la parenthèse ChatGPT et calcul a été appliquée, on justifie qu'on va, avec l'option 1, payer 66 524 € au titre de IRPP au barème progressif, plus, du coup, nos 3 140 € qui sont au prélèvement forfaitaire unique. Ça va faire qu'on va payer au total 69 664 €. OK? L'option 2. L'option 2, on a un PFU de 0 € parce qu'on a choisi d'imposer nos dividendes au barème progressif, donc l'exemple que l'on vient de voir. Ce qui veut dire qu'on va bénéficier, parce que ce sont des dividendes, attention, c'est uniquement pour des dividendes, qu'on va pouvoir bénéficier d'un abattement de 40%. Donc, on a une base de 200 000 € plus nos 10 000 € moins 40% de nos 10 000 €, parce que ces 40%-là ne vont pas être imposés, donc il faut les enlever. Donc c'est la même chose que de dire qu'on va imposer 60% de 10 000 €, qu'on soit d'accord.
Bon, en gros, ça nous fait une base de 206 000. Tiens, on va rechallenger ChatGPT. Recommence avec 206 000 euros de revenus. Ok, il nous a repris notre barème et on va bien retomber sur 69 223. Je suis à 69 224, donc on est raccord. Donc, moralité, quand tu touches 10 000 euros de dividendes et que tes autres revenus sont de 200 000 euros, eh bien, tu as intérêt à choisir l'option 2, c'est-à-dire à ne pas imposer tes dividendes au prélèvement forfaitaire unique. Parce que si tu imposes tout au barème progressif en bénéficiant de l'abattement de 40% parce que ce sont tes dividendes, ça va te faire payer au total 69 224 euros d'impôts, alors qu'avec l'option de soumettre 100% de ton dividende au prélèvement forfaitaire unique, ça t'aurait revenu à 69 664 euros. Bon, on voit que le delta est pas très important, mais voilà, au moins ça nous a permis de faire un calcul avec le barème progressif, donc de comprendre comment fonctionnait ce fameux barème progressif, de voir aussi que le barème progressif, il change tous les ans et d'avoir une petite parenthèse ChatGPT avec son utilisation. Encore une fois, attention, moi je pense vraiment que ChatGPT, il faut l'utiliser, mais qu'il faut l'utiliser pour faire des tâches que tu es toi-même capable de faire sans lui, parce que tu dois vérifier son travail. Donc, comme on le disait, hein, je le rappelle, pas d'abattement de 40% pour autre chose que les dividendes. Les 40% d'abattement, ce n'est que pour les dividendes, on le rappelle. Et puis, il y a certains frais qui vont être déductibles, par exemple les frais de garde de titre, c'est-à-dire que si tu as des placements financiers qui vont être imposés dans les revenus des capitaux immobiliers, eh bien, les frais pour garder ces placements financiers, qu'on appelle des frais de garde, vont pouvoir être déductibles de ton revenu imposable. Il y a d'autres choses, hein. Encore une fois, là, le but, c'est pas de faire un cours qui est exhaustif sur l'IRPP, parce que c'est pas au programme et parce que c'est vraiment une discipline à part entière. Petite précision, les intérêts des emprunts que tu fais pour acheter des valeurs mobilières de placement ne sont pas déductibles. En gros, si tu empruntes 100 000 euros pour acheter des actions Apple et que pour emprunter ces 100 000 euros, ça va te coûter 1 000 euros d'intérêt, moi je dis n'importe quoi, hein, eh bien ces 1 000 euros d'intérêt ne pourront pas être considérés comme étant des frais déductibles. Donc ne pourront pas être déduits de ton impôt sur le revenu. Et attention, le livret A, les intérêts de ton livret A ne sont pas imposés aussi. Voilà, ça, c'est un cadeau fiscal. Donc, les intérêts que tu touches de ton livret A, tu dois les déclarer et tu ne payeras pas d'impôt dessus.